Mesdames, messieurs, il y a beaucoup de jeunes, donc mesdemoiselles et autres. Je ne vous cacherai pas que j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir dans cette quatrième édition de la Food Youth Tech, dans le sens où depuis 18 mois, on est quand même un peu, on a un changement de vie. Et qu'aujourd'hui, se retrouver en présentiel pour une partie, bon, sachant qu'il y aura on communiquera aussi en visio, c'est quand même beaucoup plus important. Donc, le thème de cette journée de travail, c'est à table demain, hein, mais ça n'empêchera pas qu'on fera à table aujourd'hui, si vous êtes d'accord, hein, parce qu'on va quand même créer un moment convivial. Donc les trois thématiques que vous avez vues, qui sont la thématique de la Food Tech nationale, il faut que je mette le masque? Il faut que j'enlève le masque, hein? Ah, je retire. Non mais attention, ici on est sous contrôle, hein. Je ne sais pas si ça va changer. Si, ça change? Oui, ah, impeccable. Bon, j'avais envie de raconter une histoire, mais je la raconterai en privé. Alors, si vous voulez, les trois thématiques sur lesquelles on va débattre aujourd'hui sont l'alimentation responsable, l'accessibilité et puis la qualité. Donc ça me paraît trois thématiques intéressantes. Bien évidemment, il y en a d'autres, dans le sens où la responsabilité aujourd'hui de l'alimentation, c'est de mettre à disposition des consommateurs une alimentation saine. Et bien évidemment, on repart de la filière, de la production. Donc c'est la production agricole avec des pratiques beaucoup plus vertueuses. Donc moins d'utilisation de pesticides, moins d'engrais, vers une alimentation, des traitements des céréales, etc., beaucoup plus vertueuses, beaucoup plus louables. Ensuite, l'accessibilité. Donc qu'est-ce qu'on entend dans l'accessibilité? Eh bien, on entend finalement, pour faire simple, le coût de l'alimentation. Et là, on aura tout à l'heure Nordim, donc tu auras une tâche importante. Le coût de l'alimentation, c'est un paradoxe aujourd'hui parce qu'en fait, on veut faire beaucoup mieux, mais ça coûte un peu plus cher à produire. Et le consommateur n'est pas forcément prêt à accepter ces hausses. Et là, je fais une parenthèse, c'est que dans cette rentrée aujourd'hui qui est importante, eh bien, on a des indices qui sont embêtants pour nous, puisque vous avez vu qu'on a une augmentation des matières premières. On a le prix de toutes les matières premières, notamment des céréales, qui ont augmenté de 30-40%, et qui va compliquer automatiquement le prix de l'alimentation. Donc on a devant nous, et on ne peut pas dans une journée comme aujourd'hui occulter ça, parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir beaucoup de start-up. Et ces start-up, moi je ne suis pas un homme politique, je vais vous flatter dans le sens du poil, c'est qu'on a beaucoup besoin de vous, et c'est pour ça que la Food Tech, ici Bourgogne-Franche-Comté, mais je salue mes amis des Food Tech régionales, de territoires qui sont là, hein, avec qui nous avons eu une réunion hier soir. Eh bien, si vous voulez, on a véritablement besoin de développement des startups parce que l'amélioration de l'alimentation passera par l'innovation, hein, et le maintien de la France, qui est un grand pays agricole mais agroalimentaire. Et ce qui est inquiétant, parce que tous les ans, nos marges diminuent vis-à-vis de la pression de la grande distribution. Donc les entreprises ont du mal de se renouveler. C'est pour ça qu'on a besoin, avec vous les startups, de nouveaux projets, de nouveaux produits, etc. Et c'est un élément très fort. Concernant la qualité, eh bien, bien évidemment, c'est un des éléments hyper importants de l'alimentation. Mais là-dessus, moi, je suis relativement confiant
Parce que, si vous voulez, on a suffisamment de grandes écoles, on a suffisamment de grands instituts, et je pense notamment à l'INRA, pour former des gens. Hein, et je voudrais bien être jeune, parce que quand on est jeune, eh bien, aujourd'hui, vous avez un boulevard devant vous, les jeunes, parce que nourrir les gens, c'est une mission hyper importante. Voilà un peu, moi, ce qui m'anime dans ce dynamisme, si vous voulez, de la foodtech. Alors, je voudrais, pour terminer, je voudrais surtout remercier nos partenaires, parce que pour faire une manifestation, une journée comme ça, il faut des partenaires, parce qu'il faut un peu de finances pour nous aider. Donc je voudrais remercier particulièrement Dijon Métropole et son président, vice-président, mon ami, donc Philippe Lemanceau. Je voudrais remercier l'INRAE. Je crois que Madame Charbut doit venir. Je ne l'ai pas vue, elle n'est pas encore arrivée peut-être, mais elle va arriver bientôt. L'Université de Bourgogne, je pense que Laurent, je n'ai pas encore vu Laurent Gauthier, mais il doit être par là. Le département de la Côte d'Or, 100% Côte d'Or qui nous soutient dans cette manifestation. Nos amis de la Caisse d'épargne, donc merci beaucoup d'être présents aujourd'hui avec nous. La société Atoll et son dynamique président, donc qui est le vice-président d'ailleurs d'AgroSup, Jean-Philippe Porchereau. La société Chronofèche. AgroSup, je sais que AgroSup est présent et sera présent. Enfin, il y a un conseil d'administration important d'AgroSup, d'ailleurs auquel je ne peux pas participer parce qu'on ne peut pas être partout. Où, vous le savez, AgroSup va évoluer pour créer une nouvelle école en fusionnant Rennes et puis Montpellier pour créer l'Institut agricole, ou je ne sais plus le nom, qui sera une école plus dynamique pour notamment pouvoir accueillir beaucoup d'étrangers et être présent dans le classement de Shanghai. Et puis également Orange, je n'ai pas vu sa directrice, mais je pense qu'elle va bientôt là. Et d'autres partenaires que je ne citerai pas, mais que je tiens à remercier. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez vu, je voudrais remercier Agathe Maté et les équipes. Les Agathe, on peut l'applaudir. Agathe et Marie. Bon, parce que l'organisation d'une journée comme ça, dans un contexte quand même de pandémie, c'est quand même plein de points d'interrogation dans les mois qui viennent de passer. Et je vois tout de suite l'ambiance qui est là. On a des bonnes équipes, donc on va passer une super journée. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Nordim Nam, qui est donc un économiste du groupe Natexi et qui va nous parler de macroéconomie, etc. Bon, Nordim, je te laisse la parole et puis bonne conférence. Merci, merci. Donc je me présente, donc Nordim Nam, je travaille au sein de Natixis et donc filiale des caisses d'épargne, et donc j'ai l'honneur de représenter donc les caisses d'épargne aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous présenter notre scénario macro. Avant de débuter cette journée, l'idée c'est de parler de la macroéconomie, comment on se situe, et surtout après le Covid. Donc, pour commencer, si ça veut bien, voilà. Grosso modo, la pandémie a clairement eu un gros impact sur l'activité économique mondiale et elle a été dominée clairement par les différentes vagues qu'on a connues. Et pour savoir un petit peu comment la situation va évoluer dans le futur, on essaye de regarder un petit peu ces différentes vagues et l'évolution de la pandémie. Et avant de commencer un petit peu voir des prospectives, c'est de regarder un petit peu comment la situation évolue. Et de ce côté-là, ça a l'air plutôt positif. On a eu variant Delta qui a commencé à faire peur, mais clairement, on voit qu'on a touché le pic un peu partout. C'est vrai que par exemple, aux États-Unis, on a eu une forte hausse des hospitalisations, c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite.
Mais là aussi, on sent que ça commence à plafonner. On a eu vraiment une très forte hausse, bien plus élevée que les précédentes vagues, par exemple aux États-Unis, notamment dans les États peu vaccinés. Et sur le graphique de gauche, on a aux États-Unis, on retrouve le nombre de cas qui a explosé parce que finalement le taux de vaccination a rapidement atteint un pic, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, et alors qu'en zone euro, ça n'a pas été le cas, on le verra par la suite. Donc les vaccinations ont pas mal augmenté en zone euro. Sur le graphique de gauche, on retrouve justement la part de la population vaccinée. L'Europe qui était partie en retard par rapport aux pays anglo-saxons, notamment Angleterre, États-Unis, etc., a rattrapé largement son retard. Et des pays comme la France ou l'Italie qui ont instauré donc, le fameux pass sanitaire sont passés largement devant. Maintenant, on est en France autour de 72%. Sans compter donc voilà, les plus jeunes, mais c'est quand même assez positif et ça permet en tout cas à l'économie de fonctionner normalement. Et il y a des pays où la situation est encore un peu difficile, notamment en certains pays asiatiques ou l'Océanie. Le Vietnam, par exemple, connaît encore des périodes de confinement. Le Japon aussi, certaines régions. Donc on voit certaines régions fermées à nouveau, et c'est ce qui freine encore la reprise de l'activité. À droite, ce qu'on appelle en fait le taux de confinement, qui commence à nouveau à baisser avec l'amélioration de la situation sanitaire un peu partout. Voilà, donc c'est plutôt, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les choses vont mieux de ce côté-là, et ça devrait permettre un petit peu partout à l'économie mondiale de se redresser. Pour l'instant, on l'observe surtout en Europe, où le taux de vaccination a clairement dépassé ces fameux pays anglo-saxons, et notamment le secteur des services. On le verra par la suite. Le secteur manufacturier, lui, avait fortement progressé depuis un moment, et c'était le secteur des services qui touche à la restauration, au tourisme, tous ces secteurs-là étaient pénalisés, et on voit une nette amélioration depuis dans ces secteurs. Alors le secteur des voyages est encore pénalisé. Je discutais encore avec des entreprises du voyage, et ça pataugeait encore un tout petit peu, mais ils espéraient que les choses s'améliorent en fin d'année, clairement, avec l'amélioration de la vaccination. Sur le graphique suivant, donc on voit, je vous le disais, donc la reprise économique est bien là. Quand on regarde un petit peu les chiffres de PIB à gauche, on voit la forte chute, c'est en baissant, donc la forte chute de l'activité, de la croissance au moment de la crise en 2020, et puis ce qu'on appelle le rebond en V. Un peu partout, dans la plupart des pays, c'est plutôt mécanique. Dès le moment où les mesures de confinement sont levées, on a cette reprise mécanique dans pas mal de secteurs, dans le secteur manufacturier, mais également dans le secteur des services un tout petit peu. Et ceux qui ont connu des reprises plutôt molles, entre guillemets, c'est les pays où le tourisme représente une part importante de l'économie, et on retrouve à nouveau pas mal de pays asiatiques. La Thaïlande, par exemple, le poids du tourisme représente 12%, et quand effectivement il n'y a plus de transport, le tourisme est fermé, on voit ces pays qui souffrent énormément. Tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, la croissance mondiale est importante pour la consommation, notamment, on le verra par la suite, agricole. Si effectivement le pouvoir d'achat diminue, si la croissance n'est pas au rendez-vous, ça se traduit par donc, une grosse pénalité sur la consommation agricole. Donc là-dessus, pour en revenir au prix, justement cette reprise économique, elle a eu lieu, on l'a vu juste à l'instant, elle a été synchronisée parce que tous les pays ont enregistré un beau rebond de la croissance, plutôt mécanique entre guillemets, et qui reste encore à confirmer. Ça s'est traduit par contre par une reprise, en fait une forte hausse du cours des matières premières. Et là j'ai mis seulement les matières premières agricoles à gauche.
C'est un panier de matières premières agricoles et on voit la forte hausse. Hein. On était autour de 300, on est à 500. Ça fait une très belle hausse. De la plupart des matières premières agricoles, mais on retrouve la même chose sur les autres matières premières. Hein. Donc, si on regarde les métaux, par exemple, le cuivre est sur des niveaux historiquement élevés, le zinc, etc. Enfin, les métaux, de manière générale, eux aussi ont fortement progressé. Le bois, la filière bois souffre énormément, par exemple. Voilà. Donc, cette hausse, elle est énorme et qui plus est, on a en plus une forte hausse du coût du fret maritime qu'on retrouve à droite et qui est sur des niveaux historiquement élevés aussi. Hein. Donc le coût maintenant d'un container provenant de Chine a été multiplié par 10 en Europe en l'espace d'un an, ce qui pénalise lourdement les entreprises qui font de l'import-export. Et c'est pareil, donc, pour les containers vers les États-Unis, c'est du x13, c'est énorme. Et donc, ça, plus la hausse des matières premières, ça a contribué énormément donc, à cette hausse dont on parlait, donc, hein, les prix des pâtes, aux céréales de manière générale. Voilà. Donc, maintenant, on a eu une belle reprise au deuxième trimestre. Au troisième trimestre, depuis cet été, on a pu noter quand même que le rebond commence à s'estomper un tout petit peu et on a quelques craintes sur l'avenir, mais pas non plus énormes. Quand on regarde les enquêtes d'activité, qu'est-ce que c'est que les enquêtes d'activité? C'est les enquêtes que l'on réalise auprès des entreprises, dans lesquelles on leur pose des questions sur leur stock, sur leurs perspectives à court terme, sur la production, etc. Et quand l'indice est en dessous de 50, on a une contraction de l'activité, et au-dessus de 50, on a une activité qui continue à croître assez significativement. En Chine, justement, on commence à avoir peur, entre guillemets, parce qu'on retrouve à gauche la courbe en violet, qui est passée en dessous de 50% cet été, et on redoute un ralentissement assez prononcé. Bon, après, ils viennent de très haut, mais voilà, il y a eu quelques mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour essayer de, en tout cas, soutenir l'activité, notamment via des baisses de taux. Et puis ailleurs, donc aux États-Unis, en Europe, on a des indices très très hauts. Donc bon, ça ne peut être que normal entre guillemets que ces indicateurs commencent à plafonner, voire corriger un tout petit peu. Aux États-Unis, quand même, on a eu quelques signaux un peu plus négatifs, mais bon, on pense que ça ne devrait pas durer énormément. Dans tous les cas, quand on regarde un petit peu les évolutions en fait, des prévisions des économistes à droite, on voit que pour l'année 2022, par exemple, le marché, enfin, le consensus continue d'augmenter. Aux États-Unis, on sera autour de 4, pas loin de 4,3%, et en Europe également, même en Europe, on pourrait avoir une croissance légèrement supérieure à celle des États-Unis. Et en Chine, on sera autour de 5,6, sachant qu'on vient de 8%. On va rentrer dans le détail après de la zone euro. Alors sur la zone euro, maintenant, quand on regarde d'autres indicateurs, sur l'indicateur de gauche, le sentiment économique, clairement, il a vite rebondi pour revenir sur un niveau d'avant-crise. C'est-à-dire que les entreprises sont au bon fixe, on est sur des niveaux extrêmement élevés. Et puis quand on regarde aussi les ventes de détail, elles se sont nettement redressées aussi en Europe, et donc ça aussi c'est plutôt positif, et ce qui laisse penser que voilà, en Europe on sera autour de 4,5 de croissance cette année, l'année prochaine autour de 4,2, donc c'est assez élevé. En France, on va enregistrer une croissance de 6% cette année, ce qui est énorme, 6,1 peut-être même, et l'année prochaine, quelque chose autour de 4%. Donc c'est ce qui est énorme. Donc les mesures de soutien vont petit à petit se dissiper, disparaître, mais l'élan a bien pris, et on verra par la suite que c'est plutôt la consommation qui va, selon nous, soutenir cette croissance française.
Donc là-dessus, on retrouve justement un des éléments importants pour la croissance, c'est vraiment l'épargne. À droite, justement, on retrouve les taux d'épargne des différents pays, et en violet, on a un taux d'épargne qui a fortement augmenté en France. Il a atteint des niveaux de 27% au moment de la crise. Il a rechuté, hein, on est autour de 21%, mais on pense qu'il devrait revenir vers son niveau normal, entre guillemets, autour de 15%. Et ça devrait être assez bénéfique. Alors, selon la Banque de France, hein, il y a encore une épargne excédentaire, enfin, liée à la crise, de 170 milliards. Et donc, si une simple partie de 20% de ces 170 milliards étaient réinvestis en consommation, ça devrait soutenir la consommation de manière assez significative encore l'année prochaine et en 2023. Donc c'est plutôt rassurant de ce côté-là en termes de pouvoir d'achat. Ça devrait être bénéfique. Sur le graphique de gauche, c'est l'évolution de l'épargne et de l'investissement. Donc l'épargne, on le retrouve au niveau européen, a fortement augmenté. L'investissement avait chuté au moment de la crise, mais on voit bien là aussi que ça redémarre doucement mais sûrement. Donc il y a les facteurs de soutien pour la croissance, c'est donc consommation de manière générale, hein, en France surtout, c'est plutôt la consommation, l'investissement aussi, parce que certaines capacités de production commencent à être testées, notamment dans le secteur manufacturier, où voilà, il y a une demande qui est là au rendez-vous, il y a une demande internationale aussi qui est aussi au rendez-vous, et on voit bien que certaines entreprises ont du mal à faire face à une demande assez importante. Je parle de certains secteurs. Hein. Il y a certains secteurs, d'autres secteurs sont toujours pénalisés. Hein. La conséquence un petit peu de cette reprise synchronisée au niveau mondial, parce qu'en général, quand on avait une reprise américaine, il y avait toujours un petit ralentissement ailleurs. Là, on a eu au deuxième trimestre toutes les zones économiques qui ont rebondi et qui ont contribué à cette forte hausse des prix des matières premières. Et ça s'est traduit par une forte hausse du coût des prix à la consommation, puisque encore une fois on parlait des pâtes, des céréales, mais pas que. Donc on a eu par exemple aux États-Unis une hausse de plus de 5% de l'inflation. En Europe, l'inflation est remontée jusqu'à 2,1%. On avait des niveaux autour de 1,2 en termes d'inflation, donc on a un petit rebond, mais pas aussi important qu'aux États-Unis. Et puis les anticipations d'inflation avaient rebondi aussi, mais elles restent finalement, elles sont reparties à la baisse. Donc on pense que l'inflation, de toute manière, parce que c'est un élément important pour le pouvoir d'achat, hein, c'est le salaire moins l'inflation. Hein, si l'inflation augmente et que les salaires n'augmentent pas, on a le pouvoir d'achat qui baisse et la consommation en conséquence qui diminue. Donc cette inflation, on pense qu'elle devrait, elle a touché son pic et qu'à partir de fin d'année, on devrait avoir une décélération de cette inflation, sachant qu'elle est liée aussi beaucoup au prix du pétrole. Hein. Hier, on était encore sur le Brent, autour de 74 $ le baril, c'est des niveaux historiquement élevés. Là aussi, on parlait donc des autres matières premières, mais le prix du pétrole a aussi fortement augmenté, les prix du gaz, l'électricité également. Donc, c'est des choses à suivre et qui pourraient encore entretenir une inflation un peu plus élevée jusqu'à la fin de l'année, mais à partir de l'année prochaine, on aura ce qu'on appelle des effets de base négatifs, c'est-à-dire qu'on va comparer le prix de janvier par rapport à celui de l'année dernière, et c'est comme ça qu'on calcule donc cette inflation. Donc cette inflation devrait ralentir, mais sur le court terme, on peut avoir donc encore quelques tensions au niveau des matières premières, notamment donc hydrocarbures. Alors, voilà, donc ensuite, bon, je vais terminer sur les marchés. Ce qui est important aussi pour les banques et les caisses d'épargne, entre autres, c'est le niveau des taux. Et pour les investisseurs, notamment, et les start-upers, c'est clairement les taux. Là-dessus, un petit slide pour expliquer un petit peu ce qui se passe sur les taux longs en l'occurrence.
À gauche, on retrouve l'évolution du bilan de la BCE. À gauche, il y a la courbe qui monte, on se rapproche des 8 000 milliards au sein du bilan de la BCE, qui achète à tour de bras des obligations européennes. On dit qu'elle monétise donc, les dettes européennes. Et puis, on a l'évolution des taux longs, 10 ans, donc allemands en l'occurrence, là, en dessous de zéro. On est sur du 10 ans autour de moins 0,40 sur du 10 ans allemand, mais sur le taux 10 ans OAT, on est tout juste autour de zéro. Et à droite, c'est l'évolution des taux directeurs de la Banque centrale. Le plus important, c'est le taux de dépôt de la BCE. Et on est toujours en territoire négatif. On est à moins 0,50. Et ces taux vont rester négatifs pendant encore très longtemps, même si la BCE va commencer à réduire ses achats d'actifs. On aura toujours des taux courts qui resteront très négatifs. Donc ça laisse penser que les taux longs ne vont pas remonter non plus de manière significative à court moyen terme. Là-dessus, juste un récapitulatif de nos prévisions. Donc en zone euro, on retrouve nos prévisions à 4,5 cette année, 6,1 en France, et puis pour l'année 2022, donc je vous disais 3,7, c'est possible qu'on révise encore l'année prochaine en France à 4%. En zone euro, donc 4,2. Et puis aux États-Unis, je vous disais, donc 3,7 l'année prochaine, en dessous de la zone euro. Mais de manière générale, la croissance mondiale va être tout à fait honorable, 4,2. Et ça va entretenir donc la hausse toujours des matières premières. On reste toujours assez positif de ce côté-là. Côté inflation, je vous disais qu'elle allait baisser, et ça c'est quand même bénéfique pour le pouvoir d'achat. Donc, par exemple, aux États-Unis, on est à 4,2 cette année en moyenne, donc on va finir à 2,6. En zone euro, on passerait de 2,1 à 1,5 l'année prochaine. Donc, c'est plutôt rassurant. C'est un scénario de reprise d'activité et de baisse de l'inflation. C'est plutôt assez favorable à la consommation. Et maintenant, pour faire le lien un petit peu avec le secteur agricole, j'ai mis quelques slides juste sur les prévisions qui sont faites par la FAO à horizon 10 ans. Grosso modo, on aurait dans les 10 prochaines années, au niveau de la production agricole, toujours cette hausse de la production dans les pays asiatiques, notamment Chine et Inde, surtout donc les produits végétaux, et puis également donc le bétail. Le cheptel va continuer à croître dans certains pays comme l'Inde et la Chine. En Europe, la situation ne devrait pas bouger énormément. On va observer une légère augmentation, mais qui resterait plutôt limitée, principalement donc dans les produits végétaux. Et puis on aura également en dehors de l'Asie, enfin de la Chine et de l'Inde, on a aussi une poursuite de la hausse toujours. Pareil, donc au niveau des produits végétaux, du bétail également, et puis même tout ce qui concerne le poisson. Donc tout ça serait dans un contexte de reprise qui resterait somme toute modéré. D'autres slides, un autre slide pour illustrer un petit peu ce qui se passe en termes de consommation mondiale de produits alimentaires. Là-dessus, le maïs est clairement en hausse, et c'est surtout lié donc à l'alimentation animale. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans les pays occidentaux, ça reste la matière première destinée à l'alimentation. C'est clairement le riz, le blé, le riz et le blé, clairement. Ouais. Et la viande qui continuera encore à progresser. On pensait qu'elle allait ralentir un tout petit peu, mais la viande va continuer encore à progresser dans les prochaines années, surtout dans les pays en voie de développement. Voilà, un dernier slide pour illustrer cette fois-ci la consommation de produits alimentaires par région. Et on voit que par exemple les céréales vont baisser, mais c'est surtout lié donc à une moindre consommation
de la part de la Chine en termes de céréales d'ici les 10 prochaines années. Les produits laitiers vont continuer à augmenter, principalement donc en provenance, c'est plutôt des pays comme l'Inde qui devraient augmenter. Et puis concernant la viande, on n'observerait pas de gros changements, si ce n'est que la part de la Chine, la consommation de viande de la part de la Chine, elle va augmenter dans les 10 prochaines années. On parle de convergence des régimes alimentaires des pays émergents vers les pays occidentaux. Alors c'est surtout, ça se verra surtout au niveau de la viande. Et puis tout ce qui est matière grasse. On verra de plus en plus ce genre de choses, sachant que les régimes alimentaires occidentaux, on verra toujours dans les 10 prochaines années cette hausse des matières grasses, malheureusement, en tout cas c'est ce qui est anticipé, et tout ce qui concerne la viande aussi. Voilà. Je passe le relais. Merci Nordine. Est-ce que vous avez des questions pour Nordine par rapport à ce qui a été présenté? Pas de questions. Donc on va passer à la première. Merci.